en quelques mots, pour vous présenter Euramaterials, c'est un pôle de compétitivité, c'est-à-dire une structure sous forme associative, dont l'objectif est d'accompagner les entreprises à plusieurs niveaux. D'abord dans leur innovation, c'est-à-dire que nos adhérents, qui sont à la fois des entreprises, à la fois des laboratoires de recherche, des centres techniques, on va les mettre en lien et puis on va essayer de les aider à monter des projets collaboratifs de façon à développer des nouveaux procédés, des nouveaux matériaux, ou à proposer des nouveaux services. Donc ça, c'est je dirais vraiment le cœur du métier de Materials. Et à côté de ça, on aide également les jeunes entreprises via un incubateur qui est également intégré dans notre structure, et également un accélérateur. Donc, c'est-à-dire qu'on va accompagner les entreprises à tout niveau de leur développement et de leur maturité. Mais avec, c'est vrai, que ce focus particulier sur l'innovation. Et dans l'innovation, on retrouve l'innovation sur les matériaux, et notamment sur les matériaux d'emballage, qui est un des sujets importants pour Euramaterials, notamment dans le contexte actuel, puisque on parle beaucoup aujourd'hui de la crise du plastique de manière générale. Donc, et d'ailleurs, qui a un impact, je dirais, qui est assez important pour les metteurs sur le marché, hein, puisqu'ils voient leur image, quand on voit effectivement des photos de plastique, soit dans les océans, sur les plages, c'est évidemment l'image des metteurs sur le marché qui est gravement impliquée. Et ça se concrétise dans les faits par des chiffres qui sont quand même assez dramatiques, puisque à peu près 32% des plastiques qui sont fabriqués dans le monde se retrouvent aujourd'hui dans la nature, et ce qui représente notamment 8 millions de tonnes à peu près de plastique qui se retrouvent dans les océans tous les ans. C'est comme si on versait un conteneur entier de plastique dans l'eau, ou dans l'océan, ou dans les rivières, toutes les minutes. Et le problème, c'est que ce chiffre, il ne va pas en diminuant, puisque d'ici 3 ans, il aura même tendance à avoir triplé, c'est-à-dire qu'on pourrait arriver à avoir de 8 à 24 millions de tonnes de plastique par an dans les océans à partir de 2025, si on ne fait pas quelque chose. Et bien sûr, il faut ajouter que 99% des plastiques aujourd'hui, à peu près, sont fabriqués à partir de matériaux non biosourcés et à partir de pétrole. Donc, si on va à la typologie des plastiques que vous avez décrite ici dans ce schéma, on a bien sûr certains plastiques qu'on appelle les polymères traditionnels, donc en bas à droite, que vous connaissez tous, hein, qui sont utilisés là, en majorité du cas, donc à 99%, polyéthylène, polypropylène, polystyrène, etc., qui sont d'origine donc carbone, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se dégrader seuls dans l'environnement, ou alors ils vont mettre des centaines, voire des milliers d'années à se dégrader dans l'environnement. Éventuellement, ils vont se transformer en particules plastiques, mais ces particules resteront dans l'environnement, en tout cas seront une source de pollution. À côté de ça, vous avez les biosourcés, qui là sont des plastiques qui sont issus du vivant, donc en général issus de matières végétales. Et dans ces biosourcés, vous avez deux types de matériaux. Vous avez les biosourcés qui sont biodégradables et ceux qui ne sont pas biodégradables. C'est-à-dire que vous avez l'amidon, la cellulose par exemple, ou des résines un peu particulières comme le PLA dont vous avez entendu parler, qui elles se biodégradent, vont être biodégradables, c'est-à-dire en fait compostables, même s'il faut des conditions, il peut falloir des conditions un peu spécifiques pour qu'elles se dégradent. Mais vous avez aussi des plastiques biosourcés qui, eux, ne sont pas biodégradables. C'est le cas notamment du polyéthylène bio, ou de l'huile de ricin, qui est aussi un plastique qui est très utilisé notamment dans le monde de l'automobile. Vous avez aussi des huiles végétales qui peuvent être utilisées pour fabriquer des polyuréthanes, qui eux ne seront pas biodégradables. Et à côté de ça, vous avez les plastiques qui sont non biosourcés, donc les polymères traditionnels dont on a parlé tout à l'heure, mais vous avez également des non biosourcés qui, eux, sont biodégradables. Donc ça peut
C'est-à-dire qu'il y a certains biopolyesters comme le PBAT, le PEA, le PCl, qui sont des plastiques issus du pétrole, mais qui se biodégradent dans l'environnement. Attention, parce que certains de ces plastiques se dégradent sans causer de dommages à l'environnement, c'est-à-dire sans rejeter de matériaux toxiques. Par contre, d'autres, comme le PVA ou l'alcool polyvinylique, peuvent être un peu plus nocives de par les rejets qu'elles occasionnent dans l'environnement. Donc ça, il faut bien le comprendre. Voilà, faut bien avoir en tête ces différentes typologies de plastique, sachant qu'aujourd'hui, il existe des films plastiques biosourcés, donc, qui peuvent venir remplacer les films plastiques traditionnels. Et ces films plastiques biosourcés, soit sont composés quasiment à 100% de molécules biosourcées, hein, donc d'origine végétale, on va dire. C'est le cas, par exemple, de certains sacs que vous pouvez trouver dans la grande distribution pour les fruits et légumes. Mais la majorité des films qu'on appelle biosourcés aujourd'hui sont composés à la fois de molécules biosourcées et à la fois de non biosourcées, donc c'est-à-dire la colonne de droite, biopolyester, qui eux peuvent être biodégradables aussi. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui ce qui est disponible sur le marché. Vous avez, et à côté de ces bioplastiques, vous avez bien sûr aussi des plastiques qui peuvent être d'origine cellulosique. Donc là, c'est plus vraiment du plastique, mais ça a la forme, ça ressemble à du plastique, mais en fait, c'est constitué de fibres cellulosiques. Et là, pour le coup, ben, c'est biodégradable et c'est d'origine biosourcée. Euh, alors, qu'est-ce qu'il en est de ces différents plastiques par rapport à leur fin de vie? Voilà. Il y a le premier point, c'est la recyclabilité. Donc, on en a déjà parlé au cours des différentes interventions. Il est vrai que aujourd'hui, l'aspect recyclabilité, notamment pour le plastique, est largement mis en avant. C'est-à-dire si on arrive effectivement à recycler la majorité des plastiques utilisés, on réduit de façon importante et la consommation d'énergie pour les fabriquer et le risque que ces plastiques se retrouvent en déchets dans l'environnement. Le problème est que on est très très loin d'avoir des résultats qui sont satisfaisants en termes de recyclage, parce qu'aujourd'hui, sur les matériaux qui sont recyclés, enfin en tout cas collectés pour le recyclage, vous n'avez que 50% des matériaux qui sont réellement recyclés. Premièrement, c'est lié à plusieurs raisons. C'est lié à des raisons capacitaires, c'est-à-dire qu'on n'a tout simplement pas assez de capacité pour recycler certains matériaux. C'est lié à des problématiques techniques, c'est-à-dire que certains plastiques, parce que ce sont des résines qui sont mélangées, qui sont complexées, qui sont additivées, elles ne vont pas pouvoir être recyclées, donc elles seront soit brûlées, soit incinérées. Et de manière générale, on va dire que sur les plastiques, on a un taux de recyclage qui est largement insuffisant. En France, il est par exemple de 25%. Donc, ça veut dire qu'un quart seulement des plastiques sont recyclés et que sur ces 25%, il y a une grosse partie qui est les flacons, les bouteilles d'eau. Et que si on retire ces flacons et ces bouteilles d'eau, ben, il y a à peu près 6% de plastique seulement qui sont recyclés. Voilà. Et donc, si je prends le monde du textile, le niveau de recyclage des textiles il est extrêmement faible, heureusement. Donc ça, c'est la grosse problématique du recyclage. La deuxième problématique liée au plastique. Alors pourquoi est-ce qu'on ne passe pas, non, Fabrice, si tu pouvais revenir, s'il te plaît, sur la slide d'avant. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas directement au plastique biodégradable? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est une question de coût. Bon, malheureusement, on n'est pas sur des volumes suffisants aujourd'hui pour que ces plastiques soient compétitifs
avec les plastiques qui, eux, sont vendus à des volumes et des quantités énormes. Et les procédés pour fabrication des bioplastiques ne sont pas encore optimisés au point d'avoir des matériaux qui soient compétitifs en termes de coût. Il y a un problème de disponibilité aussi, puisque les installations, les usines pour fabriquer ces bioplastiques sont pas encore suffisamment développées, même si ça va venir, mais ça va prendre du temps. Le PLA aujourd'hui, il est aussi, par exemple, en sous-production par rapport à la demande et l'utilisation potentielle de ce matériau. Et la troisième raison, c'est, et je pense que c'est une des raisons les plus fortes pour lesquelles il n'y a pas plus d'engouement pour ces plastiques biosourcés aujourd'hui, c'est leur fin de vie. On dit biodégradable, donc il faut savoir que biodégradable, ça veut dire compostable, soit compostable en milieu naturel, hein, c'est-à-dire que vous pourriez mettre dans votre compost, dans votre composteur à domicile ou dans le compost qui se situe dans votre jardin, soit compostable en milieu industriel, c'est-à-dire qu'il faut des conditions particulières de pression, de température et d'humidité pour que le plastique se désagrège. Je prends l'exemple du PLA, un PLA traditionnel, vous le mettez dans votre jardin, ou vous le mettez dans l'eau, ou vous le mettez dans n'importe quel milieu, il va prendre beaucoup de temps avant de se dégrader et il ne respecte pas les conditions de compostabilité telles qu'elles sont définies par la norme de Home Compost. Voilà. Donc, une des problématiques par rapport à ces fins de vie, hein, que ce soit la compostabilité industrielle ou que ce soit la compostabilité naturelle, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui en France de filière qui traite les emballages post-consommateurs biodégradables ou home compost. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, si vous avez un yaourt qui est fait en PLA, ce yaourt, vous n'aurez pas d'autre choix que de le mettre dans votre poubelle traditionnelle. Ce qui est un peu dommage, évidemment, parce que ça limite l'intérêt de la démarche. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, on y reviendra, c'est que les choses vont certainement changer et qu'avec les réglementations européennes, les États vont devoir mettre en place au moins des filières de recyclage organique des déchets, c'est-à-dire que tous les déchets organiques qui sont aujourd'hui jetés dans les poubelles pourraient être recyclés. Et avec ces déchets organiques, on pourrait aussi recycler les matières plastiques qu'on dit qui sont home compost, donc qui sont recyclables au même titre que ces déchets organiques. Donc ça, c'est un futur pas si lointain parce que l'Union européenne précise que c'est 2023 la date où devront être mis en place par les États ces filières de recyclage. Voilà. Pour le troisième, donc là, Fabrice, s'il te plaît, tu peux passer au. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il est possible aujourd'hui, compte tenu de tous ces éléments, qu'est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent? La première, c'est quand même se poser la question de la collecte et du recyclage des polybags, par exemple. Puisqu'aujourd'hui, d'après une étude de Fashion for Good, seulement 15% des polybags sont recyclés. C'est très très faible. Pourquoi? C'est parce que les filières de collecte n'ont pas été mises en place. Il n'y a peut-être pas eu finalement comment dire, il n'y a pas eu d'effort qui a été réalisé dans ce domaine ou de prise de conscience suffisante. Aussi parce que le choix des matières pour l'utilisation des polybags n'a pas été réalisé en réfléchissant à la fin de vie. Certains polybags ne sont pas recyclables parce qu'ils sont composés de matières qui eux-mêmes ne sont pas recyclables. Donc il est urgent de penser la fin de vie de ces polybags, au moins des matières recyclables, et idéalement d'organiser un circuit de collecte qui permettra d'améliorer le taux de recyclage de ces polybags. Deuxièmement, se préparer à l'évolution des fins de vie pour les emballages. Et oui, parce que comme je le disais, si d'ici 2023, on a une solution de recyclage organique, à ce moment-là, ça devient intéressant de concevoir l'option d'emballage qui serait home compost. Et à ce moment-là, on aurait la matière qui retourne, qui aurait un cycle vertueux, puis utiliser d'une partie de ressources naturelles
En fin de vie, ils vont finir en compost, et ce même compost, on pourra l'utiliser encore, le remettre dans la terre pour refaire pousser des plantes qui à eux-mêmes serviront, encore une fois, à fabriquer des emballages. Donc, on est quand même dans une démarche beaucoup plus vertueuse en termes environnementaux. Et la troisième solution, c'est des choses qui ont déjà été évoquées aujourd'hui. Réduire la quantité d'emballage utilisé par le réemploi, bien sûr. Ça, c'est essentiel. Plus on pourra réemployer les emballages, moins on créera de déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne génère pas. Donc, plus on pourra réutiliser, mieux ça sera. On peut essayer encore de réduire la taille des emballages, par exemple l'épaisseur des films. Il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été effectués là-dessus, mais on peut encore essayer de réduire la taille des films. On peut essayer aussi de réfléchir dans la chaîne de logistique à la façon dont on va emballer ces emballages. Est-ce qu'on ne peut pas faire des regroupements de produits pour utiliser moins d'emballages, ou des emballages peut-être sont moins perturbants pour le recyclage, moins perturbants pour l'environnement. Donc il y a vraiment une prise de conscience à réaliser, en tout cas une vraie volonté pour mettre en œuvre, voilà, je pense, ces 3 solutions potentielles qui existent déjà. Merci à tous. Est-ce que le compostable est synonyme de biodégradable? De Teresa. Alors voilà, oui, il faut bien faire, effectivement, tout ce qui est biodégradable est compostable, mais ça ne veut pas dire que ça va apporter quelque chose au compost. C'est-à-dire que quand on dit qu'un matériau est compostable, ça veut dire qu'il peut apporter un enrichissement quelque part, ou en tout cas, il ne va pas gêner la dégradation des matériaux dans le compost. Voilà. Mais normalement, tous les matériaux biodégradables vont se dégrader pour aller de manière comme un compost, et ça dans un délai plus ou moins long en fonction des matériaux. Après, il y a cette question de dire, en fonction de l'épaisseur du plastique utilisé, en fonction du type de résine, la dégradation, elle sera plus ou moins longue. Et si on veut qu'elle soit très courte, pourquoi pas, il faut des conditions spécifiques, ou en tout cas, il faut des matériaux spécifiques. Mais il faut savoir que si on prend par exemple une peau de banane, elle peut mettre 3 semaines à 1 mois avant de disparaître complètement. Donc, et pareil pour des feuilles d'arbres ne disparaissent pas du jour au lendemain non plus. Ok, très, très, très bien. Il y a un commentaire de Annick Johan qui dit: le groupe de travail Zéro Plastique des membres de Fashion Green Hub édite un livre blanc sur le polybag sous peu. Voilà. Une question de Patricia. Pourquoi la France ne s'est pas inspirée plus tôt des modèles allemands, par exemple, qui sont commencés bien avant, et elle parle des législations? Oui, c'est vrai que la législation, c'est le vecteur le plus fort pour améliorer en tout cas soit le typologie des matières utilisées, soit améliorer le recyclage. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on va interdire l'usage des plastiques à usage unique. Ça va être interdit par l'Union européenne. L'Union européenne va aussi imposer d'ici 2025 100% des plastiques recyclés. Donc, effectivement, la législation, elle se met en place au niveau européen et parfois au niveau français aussi, pour certains domaines. Mais effectivement, c'est un vecteur très, très fort. Et c'est un vecteur d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, on se retrouve un petit peu devant certaines impasses. Je prends l'exemple, encore une fois, du recyclage. C'est très bien de recycler, mais le problème, c'est que les matières recyclées coûtent plus cher que les matières vierges. Pourquoi ? Parce que le prix du baril s'effondre. Donc, comment augmenter le taux de recyclage des matières si ce n'est pas une opération économiquement rentable? Et une des solutions, c'est la réglementation. C'est que l'État impose l'utilisation d'un certain pourcentage de matières recyclées dans les nouveaux matériaux. Sans réglementation, et par rapport à cette problématique économique, on n'y arrivera pas. Parfait. Merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup, Frédéric.